Je reviens vers vous pour une nouvelle séance de TD. Celle-ci sera réservée aux vitesses. Nous allons parler de ce qu'on appellera la vitesse absolue, moyenne, de mélange et de diffusion d'une espèce. Pour mettre en évidence cette notion de vitesse, je vais illustrer à travers les diapos qui viennent quelques exemples. Le premier que vous voyez, c'est une course de cyclistes où pour pouvoir, comme on l'a vu pour la mécanique des fluides, lorsque j'ai introduit la description lagrangienne et eulérienne, j'avais dit que pour la description lagrangienne, pour que je puisse repérer le mouvement de mon point matériel M, il me fallait, quand c'était un point matériel, il me fallait un repère fixe, galiléen, pour pouvoir étudier les déplacements du mobile M au cours du temps, c'est-à-dire les différentes positions successives occupées par le point matériel M au cours du temps, et nous avions parlé de ce qu'on appelait la trajectoire, etc. Eh bien, on va un peu parler de tout ceci aujourd'hui. On va voir qu'il y a deux cas. Soit, comme on vient de le voir, le repère est fixe, il se situe à l'extérieur, loin des coureurs, et il est fixe, et je peux donc repérer les déplacements des cyclistes à travers ce repère. Ou alors, il va être embarqué par l'écoulement, par le mouvement lui-même, et on parlera dans ces conditions, on va le voir, de vitesse de diffusion. Et reprenons un autre exemple, si vous le voulez bien. Ça va être des coureurs, ça va être un 100 mètres. Le voici par exemple à l'arrivée. Donc ce sont des coureurs, des sprinteurs, qui vont être animés de différentes vitesses, comme ceci. Chaque coureur aura sa propre vitesse par rapport à un repère galiléen fixe. Et donc les voici qui sont illustrés à travers ces vecteurs que vous voyez. Chaque coureur a été désigné par une lettre de l'alphabet A, B, etc. Ces vitesses varient entre 7,70 mètres par seconde jusqu'à 10,50 mètres par seconde. Ce sont donc les vitesses absolues par rapport à un repère galiléen fixe. Maintenant, si par exemple dans la photo que vous venez de voir, si je voulais, euh, comment dire, si je voulais euh, euh, filmer l'arrivée des sprinteurs. Je voudrais donc voir ça à travers une vidéo, donc je dois avoir une caméra. Cette caméra va être embarquée, par exemple, si je voulais, sur un drone. Ou bien généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez des caméras qui se déplacent avec les coureurs sur les flancs, sur les côtés. Là, mais si j'avais un drone que je voulais le faire voler de manière à ce qu'il arrive à me filmer tous, tous ces coureurs, tous ces sprinteurs. Mais il faudrait qu'il aille à peu près, tout le monde intuitivement dirait, il faudrait qu'il soit animé d'une vitesse qui correspondrait à la moyenne de tout ce monde, à la moyenne de toutes les vitesses que vous venez de voir, celle-ci. Et il se trouve que la moyenne de toutes ces vitesses, elle est égale à 9 mètres par seconde. Donc si je munis mon drone d'une caméra qui vole au-dessus des coureurs, eh bien celui-ci, enfin, ce drone devrait être animé d'une vitesse à peu près égale à 9 mètres par seconde pour pouvoir avoir tout ce monde et pouvoir les filmer correctement. Et maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, et comment varie par rapport à ce 9 mètres par seconde, quelle est la vitesse des coureurs par rapport à ce 9 mètres par seconde? C'est ce qu'on va essayer de voir là maintenant dans un instant, et ça ce qu'on appellera les vitesses de diffusion. D'un point de vue, évidemment, transfert de masse, hein, transfert de matière. Tout ce que je suis en train de vous faire ici, ces appellations, elles sont relatives au transfert de masse. Donc vous avez ici les différentes vitesses absolues, la vitesse moyenne de tout ce monde-là, elle est égale à 9 mètres par seconde. Et maintenant, si je voulais représenter quelles seraient les vitesses des différents coureurs par rapport aux 9 mètres par seconde, la voici. Donc les voici les vitesses. Je vais un peu alléger cette diapositive en supprimant la vitesse absolue, comme ceci. Et donc vous voyez quelles seraient les vitesses. Elles seraient tantôt négatives
du côté gauche de la diapositive et positif du côté droit. Il faut comprendre une chose, c'est que la valeur négative de la vitesse ne veut pas dire que le coureur va dans le sens inverse. Simplement, il n'a pas atteint la vitesse moyenne. En revanche, ici, il dépasse la vitesse moyenne de 0,3, de 1,5, de 0,2, etc. Ici, ils n'ont pas encore atteint les 9 mètres par seconde. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dans le sens inverse. Bien, donc le signe moins était là juste pour nous indiquer combien faudrait-il de mètres par seconde pour atteindre les 9 mètres par seconde, la vitesse moyenne en d'autres termes. Voilà un peu une introduction par rapport à, à cette notion de vitesse absolue et de vitesse de diffusion. Donc allons un tout petit peu revoir ce que nous avons vu dans le cours de mécanique des fluides. Il y a une playlist qui y est réservée dans ma chaîne. C'est celle de la mécanique des fluides parfait. Et nous avions à l'époque parlé de la notion de vitesse. Nous avons dit que c'est un vecteur vitesse pour lequel Vx, Vy, Vz sont les projections du vecteur vitesse suivant les directions OX, OY et OZ, telles que Vx, Vy, Vz sont les variations des déplacements dx, dy et dz par rapport au temps, par rapport à dt. Par rapport à dt. Donc nous avions en fait défini la variation de la distance par rapport au temps. La variation de la vitesse, de la distance par rapport au temps. Un delta distance par rapport à un delta t, comme ceci. Eh bien, nous allons, d'un point de vue transfert de masse, définir une vitesse de la même manière. Mais ça serait plutôt une vitesse de variation de la concentration. Vous verrez de la même chose en transfert thermique. Vous parlerez d'une vitesse de chauffage ou de refroidissement. La vitesse de chauffage ou de refroidissement. Et dans ces cas, ce serait la variation de la température en fonction du temps. Donc, pour ce qui est du transfert de masse, si nous devions, par exemple, appeler cette vitesse, enfin, avec une notation assez bizarre, mais la vitesse de la masse, on appellerait ça, par exemple, m vecteur. C'est la vitesse d'un point de vue massique. Ça serait comme ceci, mais ça serait la variation de la concentration par rapport au temps. Un delta C sur un delta T, comme ceci. Bien. Maintenant, allons un peu plus loin. Si nous sommes dans un écoulement, dans une conduite par exemple, je suis dans une conduite en écoulement, ben, l'écoulement globalement il va avoir la vitesse, il va être animé d'une vitesse moyenne qu'on appelle la vitesse débitante. La vitesse débitante, eh bien, les molécules vont être toutes soumises à cette vitesse débitante. Elles vont être toutes soumises à cette vitesse débitante. Et elles seront animées de vitesse absolue. Désolé ici, je sais pas. Cette parenthèse n'est pas à sa place. Voilà. Donc je disais, voilà. Alors, je vous ai dit donc, dans un écoulement, dans une conduite cylindrique de section droite circulaire, A, que j'appellerai A, si toutes les molécules se déplacent avec la vitesse débitante U, les molécules du mélange seront soumises à cette vitesse, comme je l'ai dit, débitante, et seront en outre, en plus de cela, elles seront dotées de leur propre vitesse due au transfert de masse, qui, elle, est fonction du gradient de concentration. Mais pas rien que ça. C'est fonction évidemment du gradient de concentration, c'est-à-dire la force motrice, le potentiel chimique, la force motrice. Elle est également, cette vitesse, ces vitesses, elles sont également en fonction des propriétés physiques de l'espèce, à savoir la masse molaire, le volume et la taille des molécules, la température et la viscosité dynamique du milieu, et enfin, mais pas enfin, parce qu'il y a aussi autre chose, des forces intermoléculaires, du champ électrique, etc. Donc, lorsqu'il y a un écoulement au sein d'une conduite, les molécules de chaque espèce seront évidemment transportées par l'écoulement, c'est-à-dire cette vitesse débitante, mais en plus de cela, elles seront elles-mêmes soumises, des différentes espèces, à leur propre vitesse absolue, qui, elle, est fonction du gradient de concentration, principalement. Là, vous l'avez compris, par la température, c'est l'agitation thermique qui fait que il y ait déplacement des molécules des régions les plus concentrées vers les régions les moins concentrées. La viscosité, quand elle est élevée, donc ce mouvement, il est ralenti. Évidemment, également, quand la densité est grande du milieu, il est très difficile de se déplacer. C'est surtout pour la masse molaire et quand les molécules elles sont grandes également. Bon bref, donc j'ai parlé de ça. Donc nous avons vu qu'il y avait
en fait euh, une définition d'une vitesse pouvait être relative à l'observateur, au repère. Soit il est galiléen, c'est-à-dire il est fixe à l'extérieur, ou alors il va être embarqué par l'écoulement. Et on parlera, dans ce qui nous concerne, le transfert de matière, de vitesse moyenne d'un point de vue molaire et d'un point de vue massique. Donc c'est ce qu'on essaiera de voir. On commencera par voir cette vitesse moyenne d'un point de vue molaire et massique, ce qu'on appellera globalement les vitesses barycentriques molaires et massiques. Elles seront par rapport à un repère galiléen fixe, qui n'est pas en mouvement, immobile en d'autres termes. Je continue donc. Je vais maintenant définir d'un point de vue molaire cette vitesse. Bon, si c'est d'un point de vue molaire, je l'ai compris, je vais devoir faire appel à la concentration molaire. Donc, ça serait la moyenne des concentrations molaires fois la vitesse absolue, divisée évidemment par la concentration molaire de mélange pour avoir une homogénéité des dimensions. Donc, ça sera la somme sur K des CK, les concentrations molaires de l'espèce K, fois la vitesse absolue, divisée par la somme de CK, c'est-à-dire la concentration moyenne de mélange, c'est-à-dire petit c. La voici. Comme CK sur C, donc je vais faire entrer C dans le signe somme sans dommage, puisqu'il n'est pas affecté d'un indice, donc je peux le faire entrer. Et donc je vais avoir CK sur C, ce n'est rien d'autre que la fraction molaire, comme ceci, c'est la fraction molaire YK. Et je vais maintenant aller redéfinir la même chose, mais d'un point de vue massique. Vous l'avez compris, d'un point de vue massique, au lieu d'avoir CK, c'est-à-dire la concentration molaire de l'espèce K, on aura ρK, la concentration massique. Donc ce sera exactement la même chose, j'enlève l'étoile. Donc V, le vecteur V, comme ceci, ce sera somme des ρK VK sur la somme des ρ. Vous l'avez compris, je vais faire exactement la même procédure que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais faire rentrer, puisqu'ici, la somme des ρK, c'est ρ, la concentration massique de mélange. Je la fais rentrer dans le signe somme, ça va me donner la fraction massique WK, comme ceci. Bien. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, généralement, la fraction massique est notée oméga k. Très généralement, j'ai retrouvé ça. Bon, j'ai pas voulu à chaque fois écrire la lettre grecque, j'ai préféré rester sur le W, mais c'est similaire, soit c'est W, soit c'est oméga k. Bien, allons maintenant voir, observer un cas particulier. C'est celui d'un mélange gazeux. Que deviennent mes vitesses absolues, ma vitesse moyenne d'un point de vue molaire et d'un point de vue massique? N'oubliez pas que le molaire, je distingue du massique avec l'étoile. Que deviennent-ils ces vitesses lorsque j'ai affaire à un mélange gazeux? En d'autres termes, exprimons ces vitesses barycentriques en fonction de la pression et de la température. En fonction de la pression et de la température. Donc commençons, faisons un tout petit rappel en bas de page. Donc vous savez que d'après la loi de Dalton, elle dit la pression partielle de l'espèce I ou K, c'est YI ou K fois la pression totale, comme ceci. Ceci implique que la fraction molaire, YK, ça sera PK sur P, comme ceci. Par conséquent, ici, j'ai YK, donc ça sera V étoile sera égal à PK sur P fois VK. PK sur P fois VK, comme ceci. Je refais un peu la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire d'un point de vue massique, mais je vais démarrer autrement. Je sais que, puisque c'est un gaz parfait, le mélange est un gaz parfait, c'est aussi bien le mélange que chaque constituant du gaz. Donc je vais écrire la loi des gaz parfaits, l'équation d'état, pour l'ensemble, c'est-à-dire pour le mélange. Rho, c'est Pm sur RT, et ρK, c'est PKMK sur RT, comme ceci. Donc ρ, la masse volumique de mélange, qui était en même temps, rappelez-vous, la concentration massique de mélange, c'est Pm sur RT, mais j'ai aussi ρK, c'est PKMK, la masse molaire MK sur RT. Donc quand je fais le rapport de ρK sur ρ, de ρK sur ρ, il m'apparaît ρK sur ρ, PK sur P, MK sur M. Je fais ça sur ça, comme ceci.
Donc ρk sur ρ, c'est pk sur p, mk sur m. Le reste se simplifie. Par conséquent, vous l'avez compris, moi j'ai ici un ρk sur ρ, ça va être égal pk sur p, pk sur p c'est yk, fois mk sur m, fois mk sur m. Je remplace dans la vitesse barycentrique massique ici, j'obtiens ça. Je peux faire sortir la masse molaire de mélange, puisqu'elle n'est pas affectée d'un signe somme, d'un indice. Je vais la faire sortir du signe somme. J'aurai donc ce résultat, 1 sur m, la somme sur k des yk mk fois la vitesse absolue vk. Alors, en guise de conclusion, juste comme ça, je m'aperçois que vous avez ici pk sur p. pk sur p. Bah, pk sur p, ça serait quoi? Ça serait wk fois m sur mk. pk sur p, c'est ça, c'est-à-dire le rapport de ρk sur ρ, qui est donc wk, la fraction massique k, fois m sur mk. C'était juste pour vous expliquer que la vitesse barycentrique molaire pouvait être aussi exprimée à travers la fraction massique, et non plus la fraction molaire. Et voici la démonstration. Bien, nous allons maintenant aller vers quelques cas particuliers normalement, que je voudrais présenter devant vous, mais j'insisterai sur uniquement 2 cas. Un premier cas que voici. Alors on nous dit, lorsque vous avez un binaire, si les masses molaires des 2 constituants sont voisines, ou alors à la limite égales, ça serait meilleur, eh bien les 2 vitesses barycentriques, molaire et massique, sont sensiblement égales. Nous allons démontrer ceci. Donc je vais reprendre l'écriture de la fraction massique en fonction de la fraction molaire pour un binaire. Ceci a été démontré. Et je vais mettre au dénominateur en facteur MA. Donc j'aurai MA facteur de YA plus YB MB sur MA, comme ceci. Or, nous avons dit que MA est presque égal à MB. Ceci veut dire que le rapport tend vers 1. Le rapport de MB sur MA tend vers 1, comme ceci. Ceci veut dire en fait que, puisque ça tend vers 1, YA plus YB égale à 1. Et je sais aussi que MK, c'est-à-dire MA ou MB, il est à peu près égal à MA. Si c'est MA, c'est lui-même. Si c'est MB, il est, comme on vient de le dire, MB est à peu près égal à MA. Ceci veut dire que je pourrais simplifier là aussi. Et je retrouve quoi? Ben, le fait que WK, la fraction massique, elle est presque équivalente à la fraction molaire, si bien que, puisque c'est la même vitesse absolue, la vitesse barycentrique molaire, elle est presque égale à la vitesse barycentrique massique. Voilà une démonstration qui nous montre effectivement que lorsque vous avez les masses molaires dans un binaire qui sont sensiblement égales, eh bien vous allez avoir aussi l'égalité des vitesses de diffusion, des vitesses absolues, d'un point de vue massique et molaire, On les appelle les vitesses barycentriques, comme je l'ai dit. Il y a également, mais je ne vais pas trop insister parce qu'elle ne me plaît pas, parce que c'est une restriction par rapport à ce que je viens de dire. Vous trouverez dans les ouvrages, lorsque le milieu est dilué, vous avez ça. En fait, ce que je viens de faire ici, c'est quelle que soit la concentration, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que je ne voudrais pas insister sur cette démonstration, puisque c'est pas la peine que vous ayez un milieu très dilué, puisque ça a marché, quelle que soit la concentration. Donc je vais juste vous montrer la démonstration, si vous vouliez. C'est-à-dire lorsque vous avez des masses molaires voisines. En plus de ça, si B est présent en de très faibles quantités, eh bien on démontre aussi que la vitesse barycentrique massique, elle est presque égale à la vitesse barycentrique molaire, mais je n'aime pas trop ça parce que c'est une restriction supplémentaire, c'est une condition qui a été rajoutée mais qui n'est pas nécessaire puisque simplement juste avec le fait que les masses molaires sont presque égales, j'ai pu démontrer ça. Donc je vais maintenant passer à un autre cas particulier, un troisième cas particulier, que voici. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? C'est dans le cas où les concentrations sont uniformes. Ça veut dire que vous avez un écoulement
et que cet écoulement va homogénéiser les concentrations à cause des mouvements de tourbillon, les brassages, le mélangeage du fluide fait que les concentrations deviennent uniformes. Automatiquement, si les concentrations sont uniformes, vous l'avez compris, pas de transfert de masse, c'est-à-dire pas de migration des espèces des régions où elles sont très très concentrées vers les régions où elles sont moins concentrées. Ceci n'y aura rien. Par conséquent, puisque les concentrations, il n'y a pas de transfert de masse, il n'y a pas de gradient de concentration, donc j'aurai égalité des vitesses. La vitesse moyenne, la vitesse débitante, sera égale à la vitesse de diffusion, la vitesse moyenne de mélange d'un point de vue massique, qui est elle-même égale à la vitesse moyenne de mélange d'un point de vue molaire. Tout ceci étant donné qu'il n'y a pas... en d'autres termes, il faut comprendre que ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un écoulement, les espèces A et B, par exemple, si on a un binaire, eh bien, elles vont être transportées par l'écoulement, par la vitesse débitante. Or, il n'y a pas la vitesse propre des espèces. La vitesse des espèces, elle n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de transfert de masse. Ceci veut dire que les vitesses barycentriques, ce sont elles qui transportent et elles sont équivalentes à la vitesse débitante. Voilà un peu ce dernier cas particulier. À présent, je vais passer à la vitesse de diffusion, d'un point de vue également toujours massique et molaire. Et là, on va voir cette vitesse de diffusion. C'est la vitesse de transfert de masse, en fait. Donc, c'est la vitesse de transfert de masse. Quand vous avez... Que se passe-t-il? C'est lorsque j'avais dit, j'ai placé une caméra sur mon drone pour pouvoir filmer tout le monde. Ce drone est animé avec... il va voler avec la vitesse moyenne. Là, c'est la même chose. Votre observateur va être embarqué par l'écoulement et il va voguer, il va s'écouler avec la vitesse moyenne de l'écoulement. Toutes les vitesses au-delà ou en deçà de cette vitesse, on les appellera les vitesses de diffusion. Les vitesses de diffusion. Je m'explique. La vitesse de diffusion, d'abord quand je parlerai d'une vitesse de diffusion, je mettrai une prime. Une prime, ou alors certains mettent un D. Moi je mettrai une prime, je me suis basé sur la notation du transport phénoména que j'ai conservé depuis que j'avais fait le cours il y a de cela quelques années. Donc j'appellerai ça donc la vitesse de diffusion de l'espèce A, donc VA, comme il y a une diffusion prime. Quand je laisse ça, ça veut dire que c'est un point de vue massique. Quand je veux mettre en évidence le point de vue molaire, vous l'avez compris, je mets l'étoile. VA étoile prime. Et donc ce sera la vitesse absolue à laquelle je retranche la vitesse barycentrique. Soit d'un point de vue massique, la vitesse barycentrique massique, ou alors la vitesse barycentrique molaire si c'est d'un point de vue molaire. Si c'est d'un point de vue molaire. Voilà. Normalement, maintenant, nous avons défini les grandeurs qui vont me servir à établir, à aller résoudre les deux exercices que je vous ai prévus. Donc je commencerai par EB13 que voici. Alors qu'est-ce qu'il dit? Vous avez d'abord, il faut noter que c'est un mélange gazeux qui va s'écouler avec une pression qui est autour de la pression atmosphérique et une température de 295 Kelvin. Ok. Il possède donc ça, ce sont les pourcentages molaires suivants. Et chaque espèce, donc j'ai 4 espèces en présence, sera animée de vitesse absolue que vous voyez affichée devant vous. Elles évoluent entre 3 mètres par seconde jusqu'à 16 mètres par seconde. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois je vous donne la vitesse minimale et maximale dans un instant, vous allez comprendre. On me demande de déterminer la vitesse moyenne d'un point de vue massique par rapport à un repère fixe, c'est-à-dire V. Ensuite, on verra la deuxième partie de la question. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un mélange gazeux. Certainement, on va utiliser les formules que nous avons démontrées pour le cas d'un gaz parfait. Comme il s'agit de pression atmosphérique, l'équation d'état des gaz parfaits est la bienvenue. On pourra l'appliquer sans souci. Donc, déterminons la vitesse barycentrique massique. Donc, écrivons l'expression. Donc, V, c'est somme des ρ KVK sur somme des ρ. Donc, j'avais dit ça, oui, c'est bon. Oui, c'est la première question. Somme des ρ KVK sur ρ. Or, nous avons démontré que dans le cas d'un gaz parfait, eh bien, V
V était égal à 1 sur M, somme des YK MK fois la vitesse absolue. Il me reste maintenant à déterminer la masse molaire de mélange, c'est-à-dire la somme des YK MK pour les 4 espèces en présence, que voici. Donc, je trouve après tout calcul 29,44 grammes par mol ou bien kilogrammes par kilomol. Donc je vais mettre ça ici pour calculer ma vitesse barycentrique massique, c'est-à-dire ma vitesse moyenne d'un point de vue massique, de mélange évidemment. Pas moyenne, pardon, la vitesse de mélange. La vitesse de mélange d'un point de vue massique par rapport à un repère fixe. Donc je mets tout ça, j'explicite YK MK fois VK pour les 4 espèces, en l'occurrence, et je fais mon application numérique. En faisant application numérique, je trouve ce résultat. 13,184 mètres par seconde. Voici la vitesse barycentrique d'un point de vue massique. Maintenant, je vais aller répondre à la deuxième partie de la question. Déterminer aussi la masse volumique de mélange. On l'appelle masse volumique de mélange, mais on peut également l'appeler la concentration massique de mélange. La concentration massique de mélange, quand c'est par exemple dans un milieu liquide. Là, c'est un milieu gazeux, donc ça va être simple, on va appliquer l'équation d'état des gaz parfaits. Alors allons-y. Nous savons que pour un mélange gazeux, ρ égale à Pm sur RT. Pm sur RT, la masse molaire de mélange a été déterminée précédemment. On avait trouvé, je ne sais plus, une 29 et quelques. Donc je remplace ça là, j'obtiens ça. Je fais mon application numérique en prenant la précaution de ne pas me tromper dans la valeur de la constante universelle des gaz parfaits. Je vais la prendre dans le SI, donc je vais prendre 8,314, donc par conséquent la pression c'est 101 325 pascal. La température elle est bien servie puisque c'est 295 Kelvin. Après le remplacement, je trouve une valeur de 1,216 kg par mètre cube. Donc c'est un exercice très simple que j'ai présenté là. C'est le EB13. Ça nous a permis de déterminer la vitesse de mélange d'un point de vue massique et la masse volumique de mélange. À présent, allons voir l'exercice suivant, c'est le EB14. Dans le EB14, les 3 premières questions, on les a un peu vues dans les exercices d'avant. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'intéresser à ces questions. Je vais plutôt me pencher sur celle-là. Mais je vais quand même, parce que j'en ai besoin, déterminer les valeurs auxquelles je dois aboutir. Donc commençons, si vous le voulez bien, présentons un peu cet exercice. Donc qu'est-ce qu'il dit? Vous avez un transfert suivant une seule direction, d'un mélange gazeux, formé de 10 oxygènes pour être précis, A, et de CO2, de gaz carbonique, à la température 294 Kelvin, un peu comme la température précédente. Et la pression, elle est celle-ci, 1,519 10 puissance 5 pascal. La fraction molaire de A, c'est-à-dire de l'oxygène, du dioxygène, c'est 0,4. Et on me donne également la vitesse absolue de l'oxygène, A. Mais on ne me donne pas la fraction de B, YB. On me donne en revanche la vitesse absolue de B. C'est moins 0,02. En fait, vous l'avez compris, YA plus YB égale à 1, je peux aisément trouver YB. Donc allons un peu m'intéresser à la première. Qu'est-ce qu'elle dit à la première question? Déterminer la masse molaire de mélange, c'est-à-dire YK fois MK. Donc nous avons trouvé, mince, c'est une erreur, c'est B. Et donc l'erreur va être partout parce que je fais du copier-coller. Et donc à chaque fois, donc ici c'est du B. Donc la masse molaire de mélange, c'est YAMA plus YBMB, comme ceci. Je vais faire l'application numérique. Je trouve 32,2 grammes par mol. 32,2 grammes par mol. Alors ensuite, on me demande quelles sont les concentrations. On va aller le voir. Les concentrations massiques de A et
du mélange. Donc les concentrations massiques de A et la concentration massique de mélange. C'est pour ça que j'ai mis les concentrations plurielles, c'est pour celle de A et celle du mélange. Vous l'avez compris certainement, puisqu'il s'agit de gaz, on va utiliser la loi des gaz parfaits, l'équation d'état des gaz parfaits. Toujours l'erreur, elle va être récurrente, je vous ai dit. Je ne vais pas la corriger à chaque fois, vous l'avez compris, ici c'est un YB, parce que je tiens le micro dans la main, c'est pour ça, je ne sais pas que je sois fainéant, mais je l'ai les micros je suis en train de... Je l'ai entre les mains, donc je ne veux pas à chaque fois le poser. Bien, ρA, c'est MA sur V, la masse d'oxygène, de dioxygène par le volume total. Nous avons montré par le biais du fait que MA, c'est YA fois la masse molaire, fois N sur V, comme ceci. Alors j'ai fait ça en une seule fois, vous allez comprendre ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la chose suivante. Je sais que MA, c'est le nombre de moles de A fois la masse molaire. Ensuite, le nombre de moles, je l'ai relié à la fraction molaire. Mais j'ai fait ça en une seule fois, comme ceci. Donc, le nombre de moles de A fois la masse molaire. Et je sais que le nombre de moles, je le relie à la fraction molaire à travers ça. Bien, je vais faire juste sortir N sur V. Je les mets tout à fait au bout de l'équation pour pouvoir les remplacer, comme ceci. Et maintenant, j'y vais. Vous savez que à partir de l'équation des gaz parfaits, N sur V, donc vous avez PV égale à nRT, donc N sur V, c'est P sur RT. PV, nRT, donc N sur V, c'est P sur RT. Je mets donc ici P sur RT, comme ceci. J'obtiens ce résultat. J'ai toutes les données. YA, c'est 0,4. MA, c'est la masse molaire du dioxygène, 32. La pression atmosphérique, non, pardon, pas atmosphérique, 1,5, 10,19, 10 puissance 5. La constante universelle des gaz parfaits, 8, 314, etc. Vous obtenez après tout calcul la concentration massique de l'espèce A, c'est-à-dire de dioxygène, égale à ceci, 0,795 kg par mètre cube. À présent, je veux la masse, la concentration massique de mélange. Ou d'autres termes, je vais l'appeler aussi la masse volumique du mélange. Donc, vous l'avez compris, on la vient de voir il y a quelques secondes dans l'autre exercice. CPM sur RT, vous avez tout. La masse a été calculée tout à l'heure, la masse de mélange. Dans la première question, c'était 39,2. Je remplace partout, j'ai toutes les données. Je fais mon application numérique et je trouve une concentration massique de mélange égale à 2,436 kg par mètre cube. Alors maintenant, allons voir la troisième question. Je vais tout de même corriger ici. Je vais corriger ici aussi. Mais j'espère que c'est... Alors, je fais ça. Je suis là maintenant. La troisième question, idem, c'est une question très simple que nous avons déjà eu l'occasion de voir. On me demande de calculer la concentration molaire de B, la concentration molaire de B, en d'autres termes CB, eh bien, ça va être NB sur V, le volume total de mélange. Or, je sais à partir de la loi des gaz parfaits que PV égale à nRT, ce qui fait que V, c'est nRT sur P, comme ceci. Je remplace V par nRT sur P. Je fais monter donc le P au numérateur, comme ceci. Je remplace, j'ai toutes les données, sachant que, et vous l'avez compris, NB sur N total, c'est YB, la fraction molaire YB qui est égale à 0,6. Je remplace, je trouve ce résultat. 37,287 mol par mètre cube. Mol par mètre cube. À présent, nous allons voir ce qui nous intéresse un peu plus, c'est-à-dire les vitesses. Maintenant, nous passons à
aux vitesses. On va commencer par la quatrième question. Qu'est-ce qu'elle dit? Déterminer la vitesse de diffusion de l'espèce A d'un point de vue massique. Ensuite, la vitesse de diffusion de l'espèce B d'un point de vue molaire. Mais vous allez voir, je vais faire toutes les deux en même temps, c'est-à-dire AB, AB ici. Donc commençons d'un point de vue massique et d'un point de vue molaire. Commençons par, dans l'ordre, la vitesse de diffusion. La vitesse de diffusion massique de l'espèce A. Donc ça va être VA'. VA', ce sera la vitesse absolue à laquelle je retranche la vitesse barycentrique massique V, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que V? C'est la vitesse barycentrique massique. On l'a fait il n'y a pas longtemps, dans l'exercice d'avant. C'est la somme des YK, MK, VK sur la masse molaire de mélange. Sur la masse molaire de mélange. Donc je calcule ce V, la vitesse barycentrique massique. C'est ça. C'est la somme des YK, MK, VK sur M, sur la masse totale de mélange. Donc j'ai un binaire, A et B. A et B. Je remplace, je vais faire l'application numérique, j'ai toutes les données, je calcule, je trouve ça. Je vous montrerai tout à l'heure ma feuille Excel pour que vous puissiez voir. Par conséquent, la vitesse de diffusion de l'espèce A d'un point de vue massique, c'est la vitesse absolue, elle y est donnée, la voici, à laquelle je retranche ceci. Justement, j'ai oublié de vous dire une chose importante par rapport à la question d'avant. Laissez-moi juste repartir un tout petit peu en arrière. Dans l'exercice 13, oui. Oui, dans l'exercice 13. Excusez-moi, je vous avais dit que j'insistais sur la valeur minimale et maximale pour vous dire que les vitesses moyennes de mélange, quelles qu'elles soient massiques ou molaires, doivent se situer toutes entre 3 et 16. Si vous trouvez plus ou moins de 3, sachez que vous avez commis une erreur. Là, tout à l'heure, nous avons trouvé 13,184. Donc nous sommes bien entre 3 et 16. Dans l'exercice suivant, là, ce que je suis en train de faire avec vous là maintenant, le 14, nous allons déterminer la vitesse, la première, la voici. Je trouve avec vous une vitesse qui est égale, non pas ici, celle-là, oui. Elle est égale à 0,127, 0,127. La plus petite, c'est moins 0,2. La plus grande, c'est plus 0,08. Donc je suis entre les deux, ça marche bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de risque d'erreur. Alors maintenant, nous allons calculer la vitesse de diffusion, cette fois-ci de diffusion massique. Ça serait la vitesse absolue à laquelle je retranche les 0,0127 mètres par seconde. Je trouve une vitesse de diffusion de l'espèce A qui est égale à ça. Je refais maintenant le même topo, mais cette fois-ci d'un point de vue molaire. Je sais que la vitesse molaire de l'espèce B, donc V, B étoile prime, ça va être la vitesse absolue à laquelle je retranche la vitesse barycentrique molaire. La vitesse barycentrique molaire. Maintenant, qu'est-ce que la vitesse barycentrique molaire? C'est la somme des YK VK. Somme des YK VK, comme ceci. J'ai tout, je fais mes calculs, je trouve une vitesse de 0,02, elle est toujours comprise entre moins 0,02 et plus 0,08, donc c'est bon. Je calcule ensuite la vitesse de diffusion molaire de B, donc ça va être VB étoile prime, ça va être la vitesse absolue VB, que voici, à laquelle je retranche cette vitesse-là. Après tout calcul, je fais mon application numérique, je trouve une vitesse de diffusion égale à moins 0,04 mètres par seconde. Ben, puisque je suis là, j'ai aussi, puisque j'ai une feuille Excel, j'ai calculé VB' et VA étoile prime. Donc c'est simple, il faut juste remplacer ici VA et VB par respectivement VB de ce côté-là et ici VA de ce côté-là. Voilà. Donc j'ai trouvé un peu toutes les vitesses de diffusion
massique pour l'espèce A et B, et la vitesse de diffusion molaire pour l'espèce A et B. Voilà. Alors on arrive normalement... Ah oui. Maintenant on va passer à une nouvelle notion que nous n'avons pas encore abordée. Nous avons vu la vitesse, on va parler de ce qu'on appelle la densité, une densité. Et on verra les densités molaires et massiques. Dès que vous entendez densité, c'est un débit d'une quantité rapporté à la surface perpendiculaire à l'écoulement. C'est un flux, une densité de flux directionnel. Ceci veut dire que c'est un vecteur qui va être donc doté d'une direction et d'un sens. Et c'est donc un vecteur qui va être perpendiculaire à la surface qui est traversée par l'écoulement. La surface perpendiculaire à l'écoulement, orthogonale à l'écoulement. Donc il va aller comme ceci par exemple, comme ceci. Or, si la concentration est élevée de ce côté-ci, elle est faible de ce côté-là, donc comme nous avons dit, l'écoulement se fait dans ce sens-là, c'est la densité de flux. Vous comprenez que la loi de Fourier, de Fick, pardon, la loi de Fick, vous comprenez pourquoi il y a un signe moins. Il y a aussi bien dans la loi de Fick que dans la loi de Newton, il y a toujours un signe moins. Ceci est dû au fait que le gradient, dans ce cas, il est négatif et est toujours de sens opposé à la densité. C'est pour ça que nous précédons le gradient d'un signe moins. Ça, c'est juste du détail que nous avons pris la précaution d'en parler pendant le cours. Donc, déterminons un peu qu'est-ce que ça dit. Je veux avoir les densités de flux. Alors, il y a deux types de densités. Il y a les densités de flux, de transfert de masse ou de transport. Et la deuxième densité, dès que vous voyez densité de diffusion, ça voudrait dire que ces densités se basent sur les vitesses de diffusion. Là, en l'occurrence, les densités de flux, de transfert de masse ou de transport, elles se basent sur les vitesses absolues. Donc, de la même manière, j'aurai d'un point de vue molaire et d'un point de vue massique, pour ce côté-là, c'est-à-dire les densités de flux, de transport ou bien de transfert de masse, je prendrai deux notations. Petit n pour le volet massique, pour le côté massique, et grand N pour le molaire, comme ceci. Donc la densité de flux directionnel massique ou molaire. Donc pour que j'ai commencé molaire, donc je commencerai par grand N, c'est la concentration molaire fois la vitesse absolue. Et petit n, c'est d'un point de vue massique, c'est la concentration massique fois toujours la même vitesse absolue. Vous remarquerez qu'il y a un mètre carré au dénominateur, c'est normal, c'est une densité. Le flux, c'est mol par seconde, kilogramme par seconde. Mais la densité, elle est toujours rapportée à la surface perpendiculaire à l'écoulement. Que ce soit de chaleur, de la température pour le transfert de chaleur, ou bien dans mon cas, à l'écoulement de l'espèce A, par exemple, dans ce cas. Maintenant, je vais définir, vous avez compris, les deux autres densités, les densités de flux de diffusion. Elles ne se baseront pas sur les vitesses absolues, elles vont se baser sur les vitesses de diffusion, les primes, les fameuses V'. Et lorsqu'il s'agira d'une vitesse molaire, il y aura l'étoile qui viendra simplement. Quand il n'y a pas l'étoile, c'est une vitesse de diffusion massique. Donc les voici. Donc quand l'observateur est embarqué par l'écoulement, donc il est en mouvement. Quelle est la densité? On la notera J et J étoile. J étoile d'un point de vue molaire et J d'un point de vue massique. Et ça sera comme ici. Pour le molaire, CA fois la vitesse de diffusion molaire, donc VA étoile prime, VA étoile prime. Et pour le massique, ça sera ρA comme ici, mais non pas fois la vitesse absolue, mais la vitesse de diffusion de l'espèce A. Voilà. Donc maintenant, armé de ça, je peux aller calculer les deux dernières questions. Les deux dernières questions que voici. Donc on me demande de déterminer pour la question 5 au moins, donnez-moi la densité de flux molaire de transport ou de transfert de masse de A. Ceci veut dire que je suis en train de demander grand NA, ça sera CA fois VA. La concentration molaire de A fois la vitesse absolue de A. Donc on la avons ici, la voici. J'ai tout. J'ai ma feuille de calcul. Je vous la montre. Donc j'ai fait ici, j'ai mis les conditions de ce côté-ci. La fraction molaire, YA, YB, les vitesses absolues, les masses molaires de l'oxygène, le dioxygène et
du CO2. Là, j'ai calculé les concentrations massiques de A et de B, la concentration de mélange, soit c'est ça plus ça, ou alors je sais aussi que la concentration de mélange, c'est la somme des ρK. C'est la somme des ρK. Alors, pardon, ici c'est la somme des ρK, ici. Ça plus ça. Ici, j'applique la loi des gaz parfaits puisqu'il s'agit de gaz. Donc PM sur RT, vous allez voir, P, la masse molaire de mélange, sur RT. Les voici. Et donc ensuite, dans la deuxième partie, j'ai calculé d'un point de vue molaire la concentration molaire de A, celle de B, la concentration de mélange, ça plus ça, ou alors, comme d'habitude, à travers l'équation des gaz parfaits, je sais que c'est P sur RT. Je ne vais pas revenir sur ça. Ensuite, j'ai défini les vitesses barycentriques d'un point de vue de ce côté-là, molaire, massique, pardon, et de ce côté-là d'un point de vue molaire, pour aller ensuite vers les vitesses de diffusion, les densités de transfert de masse et les densités de diffusion. Voici tout l'exercice. Je l'ai résumé. J'ai fait donc à chaque fois appel aux données pour pouvoir trouver tantôt d'un point de vue massique, tantôt d'un point de vue molaire, les vitesses de diffusion, les vitesses d'abord avant cela, les vitesses barycentriques, les vitesses de diffusion, la densité de flux de transfert de masse et la densité de diffusion, les fameux J et J étoile, N, petit n et grand N, et ici les primes, les vitesses primes. Voilà, non, bah, c'est pas encore fini. Donc je fais mes calculs, j'ai tout, je trouve quand je remplace, donc CA le voici multiplié par VA le voilà, je trouve une valeur de 1, à peu près 2 mol par mètre carré seconde, par mètre carré seconde. Je fais maintenant la dernière question. On me demande la densité flux massique de diffusion. Dès que je vois diffusion, c'est un J. Puisque c'est massique, ce sera J sans étoile, JA. En l'occurrence ici, il s'agit de B. JB, ρB, VB'. Voilà. Je fais mes calculs, je trouve cette valeur-là. Alors, avant de vous quitter, il y avait une question, enfin pas une question, mais je vous avais dit que je m'étais trompé dans l'écriture de la loi d'Antoine relative à la pression de vapeur saturante, mais que les calculs étaient justes parce que j'avais fait, voilà, ici, euh, dans ce que je vous avais montré, j'avais omis, tiens, je n'ai pas corrigé encore, ah, je me suis trompé encore ici. Écoutez, ici c'est un log décimal, c'est ce que je voulais vous dire. Je pensais l'avoir corrigé, mais j'ai dû effacer cette version. Donc c'est un LOG, log décimal. D'ailleurs, voilà la feuille de calcul, je vous ai montré la pression de vapeur saturante en fonction de la température, son évolution. J'avais commenté ça. Celle en bleu, c'est celle de l'eau. Celle ici, entre les deux, éthanol. Et ici, le diéthyléther. Et regardez bien, hein, j'ai pris la précaution de prendre log log en base de 10 pour pouvoir convertir en utilisant la loi d'Antoine. Et vous remarquerez, je vous avais dit, que pour le diéthyléther, on voit que nous atteignons la pression 760 à une température relativement faible. Ce qui veut dire que, contrairement à l'eau, où vous devez atteindre les 100 degrés pour qu'il y ait ébullition, le diéthyléther il va bouillir à une température approximativement qui se situe entre 34 et 35, puisque je passe de 743 mm d'Hg et 760 est là, quelque part ici. En revanche, pour le deuxième composé, c'est-à-dire l'éthanol, je suis à 760 approximativement lorsque je passe de 78 à 79 degrés. 78 et 79 degrés. Regardez maintenant pour l'eau. Je suis exactement à 760, des poussières lorsque j'atteins 100 degrés. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que c'était des valeurs, des pressions, pardon, c'était un log décimal et non pas un népérien, que je n'ai toujours pas corrigé. Voilà,
J'espère que ça vous a un peu aidé, cette séance pour vous t'aider. Laissez-moi vos commentaires et les points que vous voudriez que je revienne dessus. Bah, sinon, prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Bon courage, au revoir.